Bonjour à tous, ici Éric Nicolier et bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Immo. Passion Immo, c'est le podcast pour partager ensemble des informations pour vous aider à mieux pratiquer votre métier, donner la parole à des femmes et des hommes qui travaillent dans l'immobilier et vous communiquer les dernières tendances de la presse. Mon objectif, c'est de partager avec vous des réussites, des expériences, des infos et des idées pour que vous deveniez encore meilleur dans votre pratique professionnelle. Bonjour à tous. Bon, l'année est bien entamée. Dans notre dernier épisode, je vous avais proposé en fait un classement. Alors, le classement des 5 flops 2020 en immobilier. Eh bien, écoutez, là, ça va être la deuxième partie de notre classement qui va présenter cette fois les 5 tops en matière immobilière. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire. Alors, la sélection n'a pas été évidente, c'est pas très facile. C'est la première fois que je fais cet exercice. C'est pas très simple, effectivement, de faire une sélection parce qu'il se passe tellement de choses. Et puis, il faut avouer aussi qu'en 2020, l'actualité était tellement riche que, j'ai fait ce choix en toute impartialité. C'est parti donc pour nos tops de l'année 2020. Alors, je vais présenter ces tops de manière décroissante. Je vais démarrer par le 5e et puis progressivement, nous découvrirons celui qui a gagné en fait en 2020. Premier top. Alors, premier top, c'est la montée en puissance de la compétence des agents immobiliers. Quand je dis compétence des agents immobiliers, c'est pas que, c'est aussi leurs collaborateurs et de manière globale, tous ces acteurs de l'immobilier. Alors on part de loin à ce sujet, on va se dire les choses franchement. Pourquoi on part de loin ? On part de loin parce que... Alors je vais partir de très très loin, vous allez voir, parce que je vais remonter dans les années 70, où on a, en 1970, en janvier 1970, on a voté une loi qu'on appelle la loi Hoguet, dont on parle beaucoup quand on fait des formations d'agents immobiliers, quand on repart sur les bancs de l'école éventuellement pour savoir un petit peu comment les choses se passent dans ce domaine. Cette loi Hoguet. Alors la loi Hoguet, elle intervient dans un contexte qui est un peu particulier. On se méfie des agents immobiliers, on les traite de noms d'oiseaux. Moi, je m'étais amusé pour des étudiants de faire des recherches sur des articles qui étaient parus à l'époque pour justifier cette loi. On y allait très très fort. On disait que les agents immobiliers c'était des escrocs, etc., qu'il fallait les réglementer. Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'entendrait pas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on avait tort ou raison ? Force est de constater que à l'époque, on construisait beaucoup, pas toujours très bien, alors que il y a un certain nombre de scandales aussi qui ont émaillé l'époque. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails historiques. Toujours est-il, on a fait cette loi Hoguet qui a réglementé la profession, ce qui était plutôt bienvenu, et que au fil du temps, cette profession, elle s'est beaucoup améliorée, professionnalisée à travers des formations, à travers aussi parfois une remise en cause de ses propres méthodes. Et donc aujourd'hui, on ne peut être qu'admiratif, et c'est pas du tout une parole comme ça de ma part pour flatter la profession immobilière du tout, mais on peut être plutôt admiratif effectivement de ce qu'est aujourd'hui le professionnalisme de la profession. Alors, autre exemple, l'obligation de formation. L'obligation de formation qui a été imposée par la loi Allure en 2014, qui dit, voilà, tous les agents immobiliers, leurs salariés, les agents commerciaux ont une obligation de formation de 14 heures par an, qu'ils suivent pour la plupart.
pour accompagner ce type de formation, pour en animer. J'avais bien vu qu'au départ, il y avait une réticence de la part des agents immobiliers qui disaient « mais oui, on va venir s'ennuyer ici, on n'a pas besoin de ça en gros ». Voilà, bon. Et puis ils se sont rendus compte qu'en définitive, ils apprenaient des choses, ils échangeaient aussi avec d'autres confrères. Moi j'y tiens beaucoup à ça, le fait dans ces moments un peu privilégiés d'échanger avec d'autres confrères sur la pratique professionnelle, sur les histoires qu'ont vécues les uns et les autres. C'est très important. Donc ils s'y sont faits et finalement ça a été plutôt bien assimilé et en fin de compte tous ces agents immobiliers ils ont joué le jeu de cette formation. Alors ce PR qui se formait pas avant, attention, hein, pas de raccourci à ce sujet-là, mais c'est devenu une habitude de rendez-vous réguliers tout au long de l'année. Il y a aussi une montée en puissance des formations initiales. Bon, le BTS profession immobilière notamment. Hein. Bon, il y a beaucoup de villes qui ont des BTS profession immobilière, plutôt très prisés, recherchés par des étudiants, qu'ils soient en formation initiale ou bien en alternance. Il y a aussi la montée en puissance des bachelors, des licences, des masters. Alors, il y a beaucoup d'écoles, enfin beaucoup, non, il n'y en a pas tant que ça des écoles spécialisées. Alors, je peux citer l'École supérieure des professions immobilières, qui est une des plus anciennes, implantée à Paris, qui a une antenne à Lyon, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, etc. Il y a aussi l'école dont est à l'initiative la FNAIM, l'ESI, l'École supérieure de l'immobilier, qui joue un rôle assez incontournable aussi dans ce domaine. Et puis, il y a également des passerelles vers la profession immobilière. Alors, je pense aux anciens CQP, qui sont devenus des POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Alors, en fait, ce sont souvent des personnes qui se retrouvent en fait en situation, pour différentes raisons, de changer de vie professionnelle. Ça peut être des demandeurs d'emploi, mais ça peut être aussi des gens qui en ont marre pendant 15 ans d'avoir pratiqué tel métier et qui veulent changer complètement. Et donc les POSC aujourd'hui s'adressent à eux. C'est des formations moyennes, de durée moyenne, qui durent en gros 3 mois, donc qui leur permettent de faire de la transaction. Bon, donc voilà, cette montée en puissance qui me tient beaucoup à cœur, effectivement, et que je voulais absolument signaler. Quatrième top de l'année 2020, c'est l'image de la profession immobilière. Alors on peut y voir un lien avec ce que j'ai dit précédemment. C'est assez ambivalent l'image de la profession immobilière. Alors pareil, moi je me souviens de classements qui sont pas si vieux que ça, qui datent d'il y a une dizaine d'années, où parmi les 100 professions que l'on classait au niveau national, les agents immobiliers venaient en queue de peloton. C'était peut-être les 96e, 97e. Alors ils étaient au milieu des huissiers de justice, des journalistes. Pourquoi les journalistes sont aussi mal classés? Là, j'irai pas sur ce débat-là. Les gardiens de prison, etc. Enfin voilà, il y avait une image quand même assez désastreuse. Cette image, elle s'est considérablement améliorée. Alors pour tout un tas de raisons, le professionnalisme, y est pour beaucoup. Je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde un peu la réglementation, quand on veut vendre un bien, faut s'accrocher. Donc bonjour à celui qui veut tout faire tout seul, le particulier. Alors il peut le faire, mais c'est pas toujours évident. Donc il y a ça. Il y a aussi, même si des fois je suis un petit peu critique sur ce que l'on voit dans des émissions de télévision animé par quelqu'un qu'on présente plus, Stéphane Plaza, qui est avant tout un animateur. Donc parfois, on peut trouver des petites approximations sur le plan juridique sur certaines choses, mais bon, peu importe. Je pense sincèrement que ça a contribué à améliorer l'image des agents immobiliers. Alors, je ne sais peut-être pas tous les gars super sympas qui claquent la bise aux clients, etc., comme on le voit dans les émissions, mais ça a été un facteur quand même de popularisation en fait du métier.
Alors moi, il y a un chiffre de 2019-2020 que j'ai trouvé assez impressionnant, c'est que finalement, ces agents immobiliers qu'on dit parfois inutiles, bon, je ne vais pas réciter toute la litanie qu'on entend à ce sujet, bah en fait, on se rend compte que 70% des transactions enregistrées sur une année, 70% sont passées par les agences. Voilà. Et qu'en définitive, cette fameuse vente entre particuliers, alors non pas qu'elle n'existe pas, hein, bien sûr, elle a sa place, mais elle reste marginale dans notre paysage de vente immobilière. Bon, c'est bien la démonstration que cet agent immobilier, alors peut-être qu'on le critique de temps en temps, mais en fait, on aime bien faire appel à lui quand on en a besoin. C'est vraiment l'enseignement de ce chiffre. Donc, l'image de la profession immobilière, bravo, elle a progressé en 2020. Troisième top. Alors, mon troisième top, il va être un petit peu plus technique. C'est les taux de crédit immobilier. Bah oui, parce que ces taux de crédit immobilier, ils restent étonnamment bas. Ils sont restés étonnamment bas en 2020 et en fait en 2021, la tendance, elle est plutôt très intéressante. Juste avant d'enregistrer cet épisode, je suis allé consulter un petit peu sur Internet ce qu'il en était. Le taux moyen sur 20 ans, j'emprunte sur 20 ans, aujourd'hui je peux emprunter à 1,15%. C'est une moyenne, hein, évidemment. Sur 10 ans, alors il y a beaucoup moins de monde qui peuvent emprunter sur 10 ans, mais quand même, 0,80%. Il y a pas, on est toujours dans cette tendance de taux historiquement très bas. À ce sujet-là, moi j'ai un peu une dent contre certains articles de presse qui constamment jouent un peu l'apocalypse pour demain, pour la semaine prochaine, pour l'année prochaine. Oui, vous allez voir, les taux vont remonter, oulala, la catastrophe est en vue, etc. Bon, je pourrais en citer à l'appel. Non, les taux sont exceptionnellement bas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une tendance à la baisse qui s'est amorcée au milieu des années 80. Donc, milieu des années 80, ça va faire pas loin d'une quarantaine d'années. Hein, donc, on est là sur une tendance lourde et longue. Les taux ont baissé, ont commencé à baisser au milieu des années 80. Cette baisse ne s'est jamais démentie. Alors oui, de temps en temps, il y a eu des remontées de taux assez légères, mais qui finalement n'ont pas contrecarré cette tendance globale. Bon. Donc ça, c'est effectivement à signaler. Donc les taux sont restés très bas en 2020, en dépit de ce qu'on pouvait craindre, hein, c'est-à-dire une remontée des taux parce que frilosité éventuellement des banques, donc elles imaginent prendre plus de risques et elles remontent les taux. Les taux directeurs des banques centrales sont restés très bas. Pourquoi ? Parce que déjà, il serait absolument néfaste de remonter les taux à une période où l'économie a besoin d'être boostée, et puis elle risque de devoir être boostée encore plus dans les mois et les années qui viennent. Donc il y a cet élément-là. Et puis il y a autre chose, c'est-à-dire que, sans là entrer dans le détail, c'est pas le sujet aujourd'hui, les fondamentaux de l'économie posent en fait les bases de taux qui restent bas. Voilà, ça c'est important de le dire, de la même manière que l'inflation. Et donc jouer au Cassandre à ce sujet-là, soit c'est un journaliste qui veut faire un bon papier, soit c'est un professionnel qui veut faire parler un peu de lui, mais il n'y a rien, en tout cas aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y a rien qui laisse envisager une remontée des taux, même à moyen terme. Hein. On est là sur quelque chose d'assez durable. Donc, il était logique que ce troisième top soit accordé au taux de crédit immobilier. Alors, on arrive en fin de classement. Le deuxième top, là, je vais le décerner à la digitalisation des agences. Bon. Alors, si on revient un petit peu en arrière. Au mois de mars,
il y a eu une petite polémique qui a éclaté entre les notaires et les agents immobiliers, parce qu'en fait, les agents immobiliers reprochaient aux notaires de ne pas être en capacité d'enregistrer les ventes comme ils pouvaient le faire en temps normal. Bon, donc voilà. Alors après, est-ce que la polémique était justifiée? Je pense qu'il y avait une base de réalité, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'études de notaires qui étaient fermées, soit qui tournaient au ralenti. Toutes les études de notaires n'avaient pas la capacité en termes de digitalisation pour faire des actes à distance. Et puis les agents immobiliers non plus. Là-dessus, faut aussi savoir un peu battre sa coulpe. Les agents immobiliers, n'étaient pas en tout cas nécessairement les mieux équipés pour offrir aux clients des outils de travail à distance. Enfin, pas de travail pour les clients, mais des outils de digitalisation des documents, de signature à distance, etc. Bon. Les agents immobiliers se sont rendus compte, en tout cas, qu'il fallait s'organiser. Alors, il y en a qui ont fait des visites virtuelles. Moi, j'ai au cours de formation, que j'ai pu animer. Les agents immobiliers me disaient, pendant le confinement, on visitait le bien. Et puis, avec FaceTime, on se baladait dans l'appartement. Le client, il était chez lui. Il regardait, en fait, en live la vidéo qu'on était en train de tourner dans l'appartement, puis il nous disait attendez, là je voudrais voir un peu mieux cette pièce, est-ce que vous pouvez retourner à tel endroit? Bon, c'était un peu du bricolage, je reconnais, mais bon, ça permettait de travailler quand même. Donc, je peux citer des agents immobiliers aussi qui se sont dit oui, c'est peut-être le moment qu'on s'y mette. Alors, ils sont équipés pour pouvoir faire de la signature à distance. Ils se sont dit, tiens, peut-être qu'en termes de digitalisation, on n'est pas super équipé. Est-ce qu'on a un site internet qui est si top que ça par rapport à la publication de nos annonces pour nous faire connaître? Bon, ça a été l'objet, là encore, d'une remise en question sur le travail, etc. Alors, je crois que ça, donc, beaucoup ont pris un peu le taureau par les cornes et se sont dit allons-y pour la digitalisation. Et ça a eu un autre effet positif. C'était de montrer aux agents immobiliers que être en capacité de travailler de manière autonome, c'est bien. Voilà. Ça permet aussi de se dire est-ce qu'il est bien qu'on compte toujours sur le notaire, par exemple, pour faire le compromis? Voilà. Alors, je sais bien que c'est un petit peu mon vieux cheval de bataille, c'est-à-dire que je trouve que parfois, trop d'agents immobiliers ont délaissé la signature du compromis au notaire. Là, ils se sont rendus compte que pas être en capacité de signer le compromis de faire signer le compromis quand on travaille à distance comme ça et puis que les études de notaire étaient au ralenti, c'était un peu c'était pas qu'un peu, c'était un gros inconvénient quand même. Alors, sur cette digitalisation, elle est en marche, cette digitalisation. J'avais consacré un épisode du podcast à cette digitalisation. La digitalisation, c'est pas l'ennemi de méthodes plus traditionnelles, pas du tout. Alors, récemment, c'était au courant 2020, est parue une étude. C'est une enquête qui a été menée à la fois par Optimum et l'IFOP. Donc, on a interrogé les clients des agences. On les a interrogés sur les moyens d'information qu'ils privilégiaient quand ils recherchent un bien immobilier. Alors, qu'est-ce que dit cette enquête? Alors, clairement, à 74%, ils utilisent les sites internet, les portails d'annonces. Bon, normal. Mais c'est la suite, en fait, de l'enquête qui est intéressante, parce que ils sont 71%, alors 3 points de moins, donc en fait, ça se tient dans un mouchoir de poche. Ils sont 71% à dire le contact avec les professionnels physiques de l'immobilier, on y tient toujours. Ça rejoint d'ailleurs l'idée selon laquelle, en définitive, 70% de ceux qui vendent un bien, ils font appel aux agences. 69% quand même des acquéreurs disent les annonces en vitrine des agences immobilières, on les regarde. Pour nous, c'est une information capitale. Bon,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, c'est qu'en fait, la digitalisation n'est pas l'ennemi des méthodes plus traditionnelles. C'est tout. Elles cohabitent. Donc, aujourd'hui, une agence, elle va utiliser à la fois des outils qu'elle maîtrise parfois depuis des décennies, et elle va s'en adjoindre de nouveaux. Mais les nouveaux outils, ces outils de digitalisation, ne vont pas chasser les précédents. Et d'ailleurs, les agences ou les professionnels qui imagineraient que la vente immobilière, ça va se faire derrière son bureau, sans jamais bouger, sans jamais voir les clients, etc., et en privilégiant le digital à 100%, mais se plantent complètement. Voilà. Je fais allusion, j'ai vu passer des pubs à ce sujet. Alors je pense que c'est aussi certains qui veulent proposer des services de digitalisation à des agences, mais en faisant promettre un petit peu une sorte de nirvana digital qui laisserait de côté les méthodes traditionnelles. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Alors donc, ça c'était mon avant-dernier top, la digitalisation, et je suis persuadé qu'on continuera d'en parler dans les années qui viennent. Le top numéro 1 de mon classement de l'immobilier 2020, qu'est-ce que c'est ? C'est le volume des transactions. Voilà, le volume des transactions. Alors là, on pourrait me rétorquer, mais oui, mais attendez, vous êtes en train de nous raconter n'importe quoi, parce que les transactions, elles ont baissé par rapport à l'année précédente. Alors, en 2019, nous avions 1 065 000 transactions. Record historique. Hein. On imagine plus de 1 million de transactions sur une année. Les agents sont tournés à plein, etc. Ils ont recruté. Enfin voilà, là-dessus, on était vraiment sur une année exceptionnelle. Beaucoup se disaient, mais bon, est-ce que déjà, alors hors Covid, est-ce que déjà en 2020, on va pas redescendre, quoi ? Est-ce qu'on va pas se retrouver face à la réalité ? Bon. Et puis alors quand le Covid est arrivé, évidemment, beaucoup, et moi le premier, alors là moi j'hésite pas à dire quand je me suis éventuellement planté, parce que enfin ça me semble logique, mais beaucoup au mois de mars, avril, mai se sont dit mais les ventes vont se casser la figure, c'est clair, tout est à l'arrêt, enfin bon. Puis en fait, oui, alors les ventes ont été très ralenties sur la période mars-avril-mai, et elles ont redémarré très fort, parce qu'il y a un effet rattrapage, qui d'ailleurs, quand on lit des études à ce sujet, ne s'est pas estompé. C'est-à-dire que là, en début 2021, on est encore en train de rattraper, en fait, des dossiers qui n'ont pas pu être finalisés en 2020. Alors, là, on ne connaît pas les chiffres définitifs des ventes, des transactions sur l'année, mais on en a une approche très, très rigoureuse, puisqu'en fait, la Chambre nationale des notaires a publié une information à ce sujet. On devrait être aux alentours de 950 000 transactions. Voilà. Alors on me dira, oui, mais c'est en baisse quand même de 100 000 par rapport à 2019. Ah oui, mais quand même, on est quasiment à 1 million. Alors, je crois que personne n'aurait parié 1 euro en avril dernier, quand en plein confinement, on s'interrogeait sur ce qu'allait être l'année immobilière 2020. Et là encore, je ne vais pas repointer des articles qui prévoyaient l'apocalypse à ce niveau-là. Bon, il y en a qui doivent avoir honte quand même aujourd'hui d'avoir un peu enterré et être dans une sorte de pessimisme absolu à ce niveau-là. Mais je pense que ça fait vendre de toujours prédire les destins les plus noirs. Voilà. Donc il était logique que je termine en fait mon top de l'année 2020 par ce volume de transactions. Donc pour récapituler, numéro 5, la montée en puissance de la compétence des agents immobiliers. Numéro 4, l'image de la profession immobilière. Numéro 3, les taux de crédit immobilier. Numéro 2, la digitalisation des agences. Et numéro 1, les transactions en 2020. Alors celles et ceux qui n'auraient pas en tête les 5 flops que j'avais décernés en 2020, vous pouvez toujours consulter l'épisode précédent de Passion Immo. Il est toujours disponible sur les
principales plateformes de podcast. Donc voilà, avec ces 2 épisodes, vous avez les flops et les tops de l'année 2020. Maintenant, on est de plein pied en 2021, plein pied en 2021, et donc nous nous retrouverons prochainement pour des nouveaux sujets. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.